Bien, mesdames et messieurs, mes chers collègues, nous accueillons ce matin Madame Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. La SFEN a été créée en 1973, Société de personnes physiques à but non lucratif. C'est une association loi 1901 qui se veut un lieu d'échange pour ceux qui s'intéressent à l'énergie nucléaire et à ses applications. La SFEN rassemble 3600 professionnels, ingénieurs, techniciens, chimistes, médecins, professeurs et étudiants des sites industriels et des organismes de recherche nucléaire français. La SFEN est inscrite au répertoire des représentants d'intérêt de la Haute Autorité pour la transparence et la vie publique, la HATVP. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées de déposer serment. Elles doivent jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous invite, Madame Faudon, Monsieur Mazière, à lever la main et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Je vais maintenant vous donner la parole pour un exposé liminaire que je propose de limiter à une dizaine de minutes, puis ensuite je passerai la parole à Madame la rapporteure qui vous posera un certain nombre de questions et à mes collègues. Je vous cède la parole. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, donc merci beaucoup de nous recevoir ce matin. J'ajouterai juste un commentaire par rapport à la description de la SFEN que vous avez fait, Monsieur le Président. Nous avons de nombreuses sections techniques, des groupes nationaux, internationaux et régionaux à la SFEN sur l'ensemble du territoire français. Et nous avons préparé cette audition, en particulier le questionnaire que vous nous avez soumis avec deux de nos sections techniques, notre section sûreté et notre section droit. Voilà. Donc je voudrais faire trois remarques dans mon introduction. Une sur la gouvernance de la filière, une qui nous tient particulièrement à cœur, qui est sur l'expertise, et enfin une sur la question de la transparence et du dialogue avec les citoyens, puisque c'est une de nos missions. Notre mission, c'est de favoriser la connaissance de tous ceux ou celles qui s'intéressent à l'énergie nucléaire. Donc ça va le grand expert international sur le génie civil nucléaire jusqu'au grand public. Donc la première remarque sur la gouvernance de la sûreté et de la sécurité en France. Donc c'est très important. Pourquoi ? Parce que la confiance du public repose bien sûr sur la confiance dans les exploitants, mais avant tout dans la confiance dans nos institutions et en particulier dans nos autorités de contrôle. Donc, en ce qui concerne la sûreté, nous constatons que jusqu'à présent, dans les auditions, personne n'a vraiment remis en cause la compétence de l'ASN en tant que magistrat technique ou gendarme du nucléaire, y compris les ONG. Alors, c'est vrai qu'elle est donnée aujourd'hui plusieurs fois par an ici même par l'OPEX et puis par des commissions comme la vôtre. Quelque chose de moins connu, c'est qu'elle est aussi auditée au niveau international sous l'égide de l'AEA par ses pairs, et d'ailleurs les revues de ces audits sont publiées sur son site. En ce qui concerne l'indépendance de l'autorité de l'ASN, pour nous, l'épisode du Tricastin en 2017 illustre vraiment bien à la fois son niveau d'exigence, puisqu'il s'agissait de la résistance de la digue à un séisme qui aurait été 5 fois plus grand que le séisme millénaire, et aussi l'absence de complaisance vis-à-vis des industriels, et aussi l'étendue du pouvoir dont elle dispose, puisqu'elle dispose du pouvoir de mettre à l'arrêt un réacteur. En l'occurrence, elle en a mis à l'arrêt 4 pendant presque 2 mois, et le manque à gagner pour EDF a été extrêmement élevé, puisqu'ils ont déclaré que le manque à gagner était supérieur à 200 millions d'euros sur cet événement. En ce qui concerne les questions de gouvernance sur la sécurité, donc elles sont placées aujourd'hui sous l'autorité du haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Alors, elles sont confidentielles, donc par nature moins visibles, donc ce n'est pas pour autant que le contrôle, les exercices et les prescriptions ne sont pas faites. Donc Maurice Mazière, qui est avec moi aujourd'hui, qui est président d'un des groupes de réflexion de la SFEN, pourra en témoigner puisqu'il a été dans le passé directeur du centre de Cadarache. Donc si ça vous intéresse, il pourra expliquer comment justement se déroulent ces revues de sécurité. Alors nous n'avons pas connaissance qu'il y ait des problèmes précis dans l'organisation actuelle, en tout cas qui aient été soulevés, par exemple dans ces auditions. Si on devait rapprocher les deux, pour nous, ça poserait 2 questions très importantes auxquelles il faudrait répondre. La première, c'est comment maintenir des compétences de pointe sur chacun de ces 2 sujets, car ce sont des sujets différents. Et donc, il faut même qu'au sein d'une même organisation, il y ait 2 équipes qui aient des compétences de pointe sur chacun de ces sujets. Et puis la deuxième question, c'est comment organiser les arbitrages permanents sur ce qui est confidentiel et ce qui ne l'est pas.
Alors pour nous, c'est extrêmement important parce que je me souviens qu'un des anciens présidents de l'autorité de sûreté nucléaire disait aujourd'hui l'ADN de l'ASN, c'est la transparence. Et je pense qu'on va en reparler après. Mais aujourd'hui, la sûreté, dans la sûreté nucléaire, il y a énormément de transparence. Et donc, comment faire ces arbitrages au jour le jour, pour nous, ça pose question pour savoir comment maintenir le niveau de transparence qu'on a aujourd'hui sur la sûreté. Alors, mon deuxième remarque, c'est sur la question du rôle de l'expertise et plus précisément de la qualification des experts. Alors sur le rôle de l'expertise, il y a une séparation très importante qui existe dans notre gouvernance, c'est entre ceux qui décident, l'ASN, et puis les experts, typiquement l'IRSN, mais aussi les groupes permanents auprès de l'ASN. Et ces experts, aujourd'hui, ce n'est pas eux qui décident, mais ils ont une mission de conseil. Donc, il faut savoir, et ça c'est important, que les groupes d'experts de l'ASN particulièrement sont ouverts aux parties prenantes aujourd'hui. L'expertise, elle est ouverte, et surtout l'expertise, et ça c'est très important, elle est plurielle. Il y a par exemple au sein des groupes permanents de l'ASN des experts étrangers, et dans le processus de revue des options de sûreté du dossier de l'Andra sur CIGEO qui a été revu l'année dernière, il y a une revue internationale auprès d'experts étrangers organisée via l'AIEA, auprès en particulier d'experts scandinaves, puisqu'ils sont très avancés sur les questions de stockage géologique. Donc sur la question de la qualification de l'expertise, c'est important, pourquoi? Parce que quand on regarde les études à qui les Français font confiance, sur toutes les questions environnementales et sur toutes les questions de risque, il y a vraiment deux organisations qui sont au top des organisations qui ont confiance. C'est les scientifiques et puis les organisations environnementales. Donc les scientifiques, enfin nous on en a énormément évidemment dans l'association, on se pose la question, d'accord, donc qu'est-ce qui qualifie un scientifique aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se déclarer experts. On parle énormément de la notion d'expert indépendant. Donc je voudrais partager avec vous qu'est-ce qu'un expert dans la filière nucléaire, parce que c'est vraiment intéressant, on a fait un travail dessus il y a quelques années, sur les exigences et les critères d'expertise dans la filière nucléaire. Donc ça sont des critères qui sont communs à EDF, CEA et puis Exa-Areva. Donc il y a 15 domaines et 90 sous-domaines. Donc ça, on ne peut pas être expert dans plus de 1 ou 2 sous-domaines. Alors par exemple, un des sous-domaines, c'est la soudure. Il y a 3 niveaux. Le niveau le plus élevé, c'est Fellow, c'est un niveau d'expertise internationale. Alors pour devenir expert, on passe devant un jury de pairs. On doit présenter tous les problèmes techniques complexes qu'on a eu à résoudre et comment on les a résolus, tous les papiers qu'on a écrits et dans quelle revue scientifique, et puis présenter aussi ses activités d'enseignement. Et ensuite, on n'est pas expert et on ne dit pas la vérité. Ça donne le droit de faire partie d'un réseau d'experts. Et pourquoi c'est extrêmement important? Parce que l'expertise, elle est d'abord collective. C'est d'abord un dialogue entre experts et elle s'exprime toujours de manière collective, comme c'est le cas dans les groupes permanents de l'ASN. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand je regarde typiquement le rapport qui a été remis, auquel nous n'avons pas eu accès sur la sécurité, on trouve parmi les experts un économiste anglais ou une professeure de maths autrichienne. Pour nous, ils ne passent pas le niveau de qualification. Alors, ils peuvent évidemment s'exprimer, mais pour nous, ce ne sont pas évidemment des experts au terme où nous, on définit les experts. Ma dernière remarque portera sur les questions de transparence et de dialogue avec les citoyens. C'est évidemment quelque chose qui nous tient à cœur puisque nous en faisons partie, nous en faisons beaucoup du dialogue avec les citoyens et des participations au débat. Alors, peut-être parce qu'elle a été accusée dans le passé beaucoup d'être opaque, nous pensons aujourd'hui que la filière nucléaire est à beaucoup d'égards un modèle en manière de transparence et qu'elle est même à l'avant-garde sur beaucoup de sujets. Donc j'ai quelques exemples que je voudrais partager avec vous. D'abord, le nombre de débats sur le nucléaire. Nous, on a recensé 10 débats publics depuis 2000, donc 3 de politique énergétique qui va bientôt commencer. On vient d'apprendre aussi hier qu'il y en a encore un nouveau débat sur les déchets à la fin de l'année. Donc on est tout le temps en train de participer à des débats publics. Il y en a énormément. Il y a eu aussi ici, depuis 2012, 2 rapports de la Cour des comptes qui ont été faits, 3 commissions parlementaires. Donc elle est vraiment très regardée, la filière nucléaire. Voilà. En matière de transparence, vous l'avez noté, les exploitants déclarent tous leurs écarts de niveau 0, 1, 2. Et ça, c'est la démonstration que le process d'identification des signaux faibles existe dans la filière nucléaire, mais au-delà de même qu'il existe, puisqu'aujourd'hui, même il a augmenté, ce qui prouve que le système fonctionne, de détection fonctionne. Je crois qu'il est maintenant à 12 événements par unité, par centrale, par réacteur, pardon.
En fait, elle est transparente aussi. On est la seule industrie à publier nos écarts. Et c'est souvent utilisé après contre nous, évidemment, puisqu'on nous critique, on exagère l'importance de ces écarts. Donc ces écarts n'ont pas de conséquences majeures sur la santé. Ils sont là pour nous permettre de détecter justement des points sur lesquels on doit s'améliorer. Enfin, les acteurs ont vraiment montré leur volonté d'expérimenter de nouveaux modes de dialogue. Alors un point important, puisque Landra viendra, je crois, après nous, c'est sur CIGEO que pour la première fois, on a fait un débat public avec un comité citoyen et qu'on a fait un grand débat public sur Internet. Alors, ça a été fait parce qu'on n'arrivait pas à faire les réunions publiques, elles étaient toutes empêchées, donc le débat a migré sur Internet, mais du coup, ça a permis d'expérimenter de nouveaux moyens. Et de la même façon, sur la cuve, la question de la cuve et la décision de l'ASN qui a été prise, il y a eu un processus de concertation en ligne. C'était la première fois sur un sujet très technique. Et là, j'y viens sur ma conclusion, c'est qu'est-ce que c'est engager les citoyens? Alors, ce qu'on a vu à l'occasion justement de cette concertation sur la cuve, c'est qu'il y avait beaucoup d'organisations qui demandaient de copier-coller des éléments de langage comme ça et les poser sur le site. Donc finalement, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de commentaires sur le site qui étaient tous pareils, ce qui n'est pas très intéressant. Mais c'est surtout, pour nous, c'est pas ça, engager les citoyens. Nous, en tant que société savante, engager les citoyens, c'est leur donner les éléments pour qu'ils développent leurs connaissances, qu'ils développent leur esprit critique, qui nous critiquent évidemment, mais qu'ils se fassent leur propre opinion. Et c'est typiquement ce que nous faisons en ce moment, en fait, puisque nous avons lancé un MOOC sur l'énergie nucléaire avec 15 experts. Nous avons 6500 inscrits. Il y a un forum, donc c'est des questions dures, très pointues d'ailleurs. Mais pour nous, c'est ça, en fait, engager les citoyens. C'est vraiment leur permettre de développer leurs connaissances, nous poser des questions, développer leur esprit critique. Donc, j'en arrive à ma conclusion sur la question des intrusions des centrales nucléaires, parce qu'elles sont beaucoup d'actualité. Donc, ce qu'on voulait dire sur ce sujet, c'est que, comme vous l'avez compris, il y a de très nombreuses instances aujourd'hui pour dialoguer sur le nucléaire, et dans lesquelles sont la plupart des ONG. Elles sont dans l'HCTSN, elles sont dans les CLI, elles sont auditionnées régulièrement ici, elles sont dans les groupes permanents de l'ASN. Donc, autre point, ces ONG ont un accès unique aux médias. Enfin, je peux vous le dire, parce qu'ils ont un accès aux médias bien supérieur typiquement à celui qu'on pourrait avoir. Il y a eu le service public cet automne a même fait un documentaire avec une ONG qui est passée à l'heure de grande écoute, donc elles ont un accès unique aux médias. Et donc pour se faire entendre et pour s'exprimer, pour nous challenger, elles n'ont pas besoin d'enfreindre la loi et d'aller manifester sur des sites sensibles. La loi qui aujourd'hui régit justement les intrusions sur les sites sensibles a été votée pour protéger et justement assurer la sécurité des sites sensibles. Aller manifester sur un site sensible, c'est créer une brèche de sécurité. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas pénétrer sur un site sensible sans avoir fait l'objet d'une enquête préalable. Donc c'est comme si finalement on rentrait aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qu'on disait bon ben moi je vais pas donner ma carte d'identité, je vais pas passer par le portique de sécurité parce que j'estime que comme je manifeste je ne passe pas par le portique de sécurité. Puis voilà encore c'est plus grave puisqu'en plus sur un site nucléaire il faut qu'en plus il y ait une enquête préalable sur votre passé et qui vous êtes. Donc pour nous aujourd'hui, alors la question de lanceur d'alerte ne s'applique pas puisque la question du lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui est isolé, qui n'a pas justement de possibilité de s'exprimer, qui a un risque vis-à-vis de sa hiérarchie. Donc, moi les ONG aujourd'hui elles ont toutes les instances de dialogue qui existent pour s'exprimer. Je vous l'ai dit, l'accès aux médias et l'accès aussi au Parlement. Ce que souhaitent nos citoyens, c'est énormément d'espaces de dialogue où justement tout le monde puisse s'exprimer, poser des questions. Et je pense qu'aujourd'hui, ces instances existent et fonctionnent bien dans la filière nucléaire. Voilà pour mon introduction. Eh bien, je vous en remercie. La parole est à Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. On reviendra peut-être après sur la question des lanceurs d'alerte. Je voulais vous parler d'abord, rebondir sur ce que vous nous avez dit sur la question de la transparence. Je crois qu'on peut tous se féliciter effectivement qu'il y a un certain nombre d'organismes qui existent aujourd'hui, et notamment les CLI d'ailleurs, je crois, qui sont vraiment un lieu de débat et de démocratie. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis sur ce que doit être en fait la transparence. Parce que nous avons
prendre un exemple récent. Le problème des soudures à Flamanville qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps. En creusant un peu, on se rend compte que ce problème se pose depuis 2015. L'affaire, entre guillemets, sort maintenant en 2018. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que nous n'avons pas les informations. L'ASN nous a dit qu'ils avaient quand même publié une publication sur le sujet en février ou mars 2017, je n'ai plus la date exactement. Sauf que, évidemment, c'est passé complètement inaperçu. Dans le flux des informations, dans le flux de tout peut avoir. En plus, quand on édite quelque chose d'extrêmement technique, sans alerter ou sans donner les clés de compréhension, on voit bien que ça passe inaperçu alors que les propos même du président de l'ASN indiquent que nous sommes sur un sujet extrêmement sérieux. Donc il n'est pas un sujet anodin. J'aimerais avoir justement donc votre réaction sur le fait que là, on est typiquement dans l'exemple de ce qu'est une transparence qui n'en est pas vraiment une. Parce que oui, on peut nous rétorquer que l'information était accessible, mais en fait, elle n'était pas si accessible que ça, notamment pour le grand public, sur un sujet qui pourtant est un sujet qui risque malheureusement, ou heureusement, peu importe, de remettre en cause le fait de pouvoir démarrer dans les délais l'EPR de Flamanville. Ça, c'est une vraie question en fait qu'on se pose tous les jours. Hein. Je reprends l'exemple d'un des livres que vous avez cité dans l'une des auditions. C'est un livre qui n'arrête pas d'alerter sur des choses qui sont connues depuis un très grand nombre d'années. Donc je peux vous dire que nous, on n'arrête pas de publier. Nous, on publie aussi, on a sur notre site 10 000 documents dans notre base documentaire sur tous les sujets techniques. Et donc très souvent, on nous dit, voilà, vous avez été opaque, vous n'avez pas parlé de ceci ou pas parlé de cela. Par exemple, sur cette question des soudures, je peux vous dire que, puisque la question a été posée sur la question des soudures, des défauts sur les cuves belges, il suffit de taper dans Google, il y a un document mais de l'IRSN qui est extrêmement bien fait, il est extrêmement didactique. Il dit qu'est-ce que c'est qu'une cuve, quels sont les défauts des cuves belges, quels sont les défauts des cuves françaises, enfin c'est extrêmement bien fait. Donc je pense que c'est un challenge pour nous tous, puisqu'on n'arrête pas de mettre des documents sous différentes formes. On essaye des formats différents, typiquement le MOOC, c'est la première fois qu'on fait ça, pour essayer de justement faire performation et qu'on ne nous dise pas après, ben, vous ne l'avez pas dit, personne ne le savait, etc. C'est vraiment un challenge permanent. Donc je ne pense pas qu'on soit au bout de cet exercice. Hein. On n'a pas trouvé la solution miracle. Ce que je vous le dis, c'est qu'on expérimente tout le temps. Les débats publics sont des moments justement où on peut parler, c'est des bonnes opportunités. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas que nous. En fait. Je pense que tous les sujets scientifiques, il y a les mêmes challenges. En ce qui concerne les pouvoirs de l'ASN, vous avez à juste titre dit que l'ASN avait la possibilité de fermer des réacteurs, etc., etc. On a été quand même assez sensibilisés sur le fait qu'aussi, peut-être dû à un manque de moyens, et vous pouvez nous répondre là-dessus, un certain nombre de préconisations faites par l'ASN n'étaient pas forcément respectées, où il fallait revenir dessus pour pouvoir avoir des réponses, notamment par les exploitants. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'ASN a les moyens de faire son travail correctement, les moyens dans tous les sens du terme, Pour nous, vraiment, l'arrêt du réacteur, c'est l'arme suprême, hein, je dirais, parce que c'est extrêmement onéreux et pénalisant pour un exploitant. Hein. C'est à peu près un réacteur arrêté, c'est un manque gagné d'1 million par jour. Hein. C'est un chiffre qu'on trouve à peu près partout dans le monde. Donc, lors de la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, l'ASN a eu des moyens supplémentaires, hein, qui sont, je crois, des moyens d'astreinte. Mais on n'a pas connaissance, nous, que ces moyens aient été utilisés. Donc, je pense qu'il faudrait leur demander, justement, l'utilité qu'ils ont trouvée à ces moyens. Par contre, on les a vus en effet utiliser de nouveau l'arme de la demande d'arrêt d'un réacteur. Ben, pour nous, c'est en effet, je dirais, quand je dis l'arme suprême, c'est vraiment très fort. L'arrêt d'un réacteur, comme je vous le dis, c'est très pénalisant pour un exploitant. Si vous me permettez d'ajouter un petit complément, l'arrêt des réacteurs, c'est un peu la sanction ultime. En tant qu'ancien exploitant, directeur du centre de Cadarache, savoir que le dialogue avec l'ASN il est permanent, et l'ASN a d'autres moyens. Par exemple, je me souviens très bien qu'à Cadarache, on a eu affaire à plusieurs mises en demeure
de l'ASN sur des points particuliers, parce que justement, comme vous le citiez, des prescriptions n'étaient pas respectées, ou du moins n'étaient pas respectées avec les délais qu'ils nous avaient imposés. Bon, et les mises en demeure, c'est pareil, c'est des choses qui sont mises sur la place publique, c'est des choses qui sont... dont la CLI est informée, et je peux vous dire que dès que la CLI sait, par exemple, qu'une installation a fait l'objet d'une mise en demeure, ben là aussi, c'est un moyen de pression, parce qu'on nous questionne, on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas fait ceci? Donc, il existe quand même au sein avec l'ASN, plusieurs moyens de faire pression sur les exploitants et de leur demander, effectivement, de mettre les moyens pour répondre aux prescriptions. Après, ce qui se passe aussi, c'est que l'exploitant, en tant que responsable numéro 1 de la sûreté, il analyse aussi les prescriptions de l'ASN et, j'allais dire, il les hiérarchise. Et effectivement, il y a en général les prescriptions, les vraies prescriptions, il les intègre très rapidement. Il y a des fois où, effectivement, des prescriptions qu'il juge peut-être un peu moins importantes, il les laisse traîner. Mais tout ça se gère après dans le dialogue avec l'ASN. Oui, après, effectivement, on peut faire la remarque que quand il s'agit de réacteurs qui sont déjà à l'arrêt, du coup, l'ASN n'a plus trop de moyens de pression pour faire respecter un certain nombre de ses préconisations, le réacteur étant déjà à l'arrêt. Oui, enfin, je rappelle, l'ASN le père Franck Chauvet l'a expliqué, elle a des moyens de sanction, hein, je dirais, elle a un pouvoir de police. Je dirais, personnellement, à Cadarache, j'ai fait l'objet d'une sanction, pour n'avoir pas répondu à un point particulier. Donc, bon, ça s'est monté à quelques dizaines de milliers d'euros. Mais je veux dire, voilà, ils ont un pouvoir de police, ils ont le droit de mettre des contraventions, de mettre des procès, d'établir des procès-verbaux, voire d'aller. Ça s'est produit à Cadarache, vous le savez aussi, avec l'affaire de la TPU, je dirais, soit de saisir le juge qui, à partir d'un procès verbal, qui lui-même, derrière, lance une enquête. Donc, encore une fois, nous, on a l'impression que les moyens, ils existent. Bon, il faut et ils vivent. Autre point concernant l'ASN, il y a aujourd'hui une question qui se pose et qui est posée par l'ASN elle-même sur ses compétences en matière de sécurité. Alors, on ne parle pas évidemment de la sécurité dite active, hein, c'est-à-dire les forces de gendarmerie, etc., pour protéger les sites, mais la sécurité dite passive, c'est-à-dire typiquement bunkeriser une piscine pour faire face aux attaques extérieures. Aujourd'hui, l'ASN, se fondant d'ailleurs sur ce qui se passe dans d'autres pays, revendique la volonté de pouvoir s'occuper de ces questions de sécurité passive. Est-ce que vous considérez que ça pourrait être un plus? Est-ce que vous ne considérez pas aussi qu'aujourd'hui, c'est un petit peu artificiel cette séparation en ce qui concerne, encore une fois, la protection? On voit qu'il va y avoir la nécessité de construire une nouvelle piscine pour recevoir les combustibles. Cette nouvelle piscine, on le sait aujourd'hui, va être conçue non seulement en pensant aux questions de sûreté, mais aussi en pensant aux questions de sécurité, et ce qui va d'ailleurs imposer un coût certain. Donc j'ai commencé à y répondre, je pense, dans mon introduction. Donc pour nous, on n'a pas connaissance que l'organisation actuelle pose problème. On a entendu l'AEN dans sa comparaison internationale qui a dit qu'il n'avait pas connaissance de différence, comme quoi les pays où les deux seraient séparés ou les pays sur lesquels les deux seraient ensemble fonctionneraient plus ou moins bien. Donc on n'a pas compris quels seraient les gains pour nous de changer l'organisation. Enfin, je pense que ça n'a pas été exprimé. Par contre, comme on l'a dit, on a deux questions. La première qui concerne le maintien des compétences fortes sur les deux sujets au sein d'une même organisation. Il ne s'agirait pas de diluer les compétences, il faut vraiment avoir deux pôles de compétences extrêmement forts. Et la seconde, c'est vraiment la question de gérer au sein d'une même organisation des informations confidentielles et au contraire, de l'autre côté, avoir une très grande volonté de transparence. Il faut savoir que toute la question de la sécurité, enfin je pense que ça a été dit, c'est vraiment gouverné au niveau international par l'AIEA. Donc c'est tout un process qui est quand même différent, à la fois avec une gouvernance extrêmement forte de l'AIEA sur toute la question des matières nucléaires, mais aussi par le Code de la défense en France. Et ces questions de confidentialité, d'ailleurs, enfin, ce n'est pas les industriels qui les décident, hein. Les questions de confidentialité, c'est vraiment le gouvernement qui les décide. Enfin, c'est eux qui fixent, lui et l'AIEA qui fixent justement qu'est-ce qui est confidentiel et qui ne l'est pas. Donc, mélanger ce qui est extrêmement confidentiel avec des choses qui, au contraire, doivent être transparentes, puisqu'il y a une exigence très forte de transparence, c'est compliqué, ça pose question, et donc je pense que c'est des questions qu'il faudrait regarder. Oui, bien sûr.
Je crois qu'il faut noter qu'il y a une évolution, à mon avis, qui est fondamentale. C'est qu'au départ, quand on parlait de sécurité pour toutes les installations nucléaires, la précaution principale, le risque principal, c'était le vol de matière. Au début, toutes les études de sécurité, qui sont le pendant des études de sûreté dans une installation nucléaire, vous avez tout le volet sûreté qui est couvert par les études de sûreté, rapports de sûreté, et vous avez les études de sécurité qui sont couverts par la partie sécurité, par les études de sécurité, le groupe restreint qui joue le même rôle que les groupes d'experts. Et au départ, toutes les menaces qu'on étudiait en matière d'études de sécurité, elles étaient orientées vers le vol de matière. Parce que c'était ça qui, effectivement, était la cible, et tout a été conçu pour protéger les matières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une évolution très nette de la menace. C'est effectivement du risque de vol de matière ou au risque d'attentats, alors hypothétiques, mais avec des conséquences, pour faire des conséquences, pour faire, excusez-moi le terme, il n'est pas péjoratif, pour faire de la communication, enfin, au mauvais sens du terme. Et c'est vrai qu'à partir de là, on voit bien que l'interpénétration entre la sûreté et la sécurité, elle devient de plus en plus forte. Pour autant, les experts du domaine de la sécurité, ils sont déjà aujourd'hui au sein de l'IRSN. C'est-à-dire qu'au niveau de l'expertise technique, tout le monde est dans la même entité. Et de ce que j'en sais, puisqu'en plus ils étaient logés à Fontenay-aux-Roses, centre que j'ai dirigé aussi, je dirais quand il y avait des problèmes de sécurité qui affectaient la sûreté, au sein de l'IRSN, les gens se parlent quand même sur ces sujets-là, et si c'est pas grâce à eux, c'est grâce à nous. Des points extrêmement importants qu'a soulevé Maurice, c'est que l'important, c'est que les gens se parlent et se transmettent l'information dont ils ont besoin pour travailler. Typiquement, l'ASN a besoin d'informations de la part des autorités de défense, qui sont en gros toutes les menaces auxquelles ils doivent être préparés. Et de la même façon, les autorités de défense ont besoin d'informations sur les installations. Donc, je pense qu'il est extrêmement important, c'est que l'information dont chacun a besoin pour travailler soit transmise. C'est surtout ça qui est important pour que le travail se fasse bien. Sur les questions de sûreté et de sécurité, pour le coup, est-ce que vous considérez aujourd'hui que la sous-traitance en cascade ne présente pas un risque en termes de dilution de responsabilité et en termes de création de points de vulnérabilité ? C'est vraiment un point extrêmement important parce que on a entendu dire, c'est le point, voilà. On a entendu dire dans une des auditions qu'il y avait jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance et que justement la sous-traitance en cascade augmentait. Donc on a été surpris. Donc ce que je voulais partager avec vous, c'est que en juillet 2012, les grands exploitants ont décidé, dans un cahier des charges sociales qui a été établi sous l'égide du Conseil de politique nucléaire, de limiter à 2 le niveau de sous-traitance. Donc ça date de juillet 2012. Par la suite, il y a eu un décret, donc j'ai les informations là avec moi, le 2016-846 du 28 juin 2016, pris en application du nouvel article L593-6.1 issu de l'ordonnance. Enfin bon, ça interdit, ce décret, plus de 2 niveaux de sous-traitance pour la réalisation dans les INB de prestations ou d'interventions concernant les activités dites importantes pour la protection des intérêts. L'exploitant devant, dans tous ces cas-là, garder la maîtrise de ses activités. Donc voilà, donc ça c'est la loi. Donc c'est-à-dire que la loi, elle est appliquée. Il faut savoir que la France est le seul pays du monde qui a une telle limitation réglementaire. Donc on ne sait pas d'où viennent ces critiques, en tout cas. Ça ne correspond pas avec la réglementation en vigueur en France. On vérifiera. C'est aussi notre rôle de le faire. On vérifiera. Juste, vu que vous représentez donc notamment les exploitants nucléaires, avez-vous étudié le scénario d'une catastrophe nucléaire en termes de nombre de victimes, de périmètres à évacuer, de coûts financiers? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Je pense que oui, mais est-ce que vous pourriez le préciser? Donc on ne représente pas les exploitants nucléaires, nous ne sommes pas du tout un syndicat industriel, nous sommes une société savante, nous représentons nos membres, nous avons 4000 membres, nous sommes une association de personnes physiques. Voilà. Donc nous n'avons pas de moyens d'études, tous nos experts sont bénévoles, nous en avons 300 dans nos sections et nos groupes, et donc nous nous basons uniquement sur des rapports extérieurs que nous analysons, et que nous débattons et que nous mettons à disposition de tout le monde. Voilà, c'est vraiment la mission de l'association. Donc nous n'avons aucun moyen d'étude propre. Nous n'avons pas fait d'études.
nous regardons et lisons tout ce qui est publié. On essaye. Vous parliez de notre industrie, c'est pour ça que je me suis permis de me poser la question. Et puis aussi, nous vous accueillons avec bienveillance, puisque vous êtes inscrit comme représentant d'intérêt en début de semaine, tout début de semaine. Donc, on est content que la commission d'enquête vous ait permis de vous mettre en règle. Donc j'ai une remarque par rapport à ça. En fait, on s'est posé la question de savoir si on devait s'inscrire, puisqu'on est une association scientifique, et je dois noter, parce qu'il y a énormément de sociétés françaises en France, des très prestigieuses, comme la Société française de physique, la Société française de chimie, la Société française de radioprotection, la Société française de géographie, qui nous a invités récemment. On a dans tous les domaines scientifiques. Et en fait, on est les seuls inscrits. Donc, on se pose la question de savoir est-ce que les autres n'ont pas compris qu'ils devaient s'inscrire, ou plus grave peut-être, est-ce que les scientifiques ne viennent pas suffisamment au Parlement? Et je pense que ça, c'est vraiment une vraie question. Voilà. Donc, on a décidé finalement de s'inscrire après l'analyse qu'on a faite. Et voilà, et ça nous a pris un peu de temps pour des questions administratives, parce que justement, nos statuts ont été jugés par la haute autorité comme ne convenant pas. Donc, on a dû faire des documents supplémentaires pour pouvoir s'inscrire. Voilà. C'est arrivé juste à temps, en effet. J'ai une demande de parole de Pierre Cordier. Pierre. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Madame, Messieurs, bien écoutez, merci pour les mots que vous avez prononcés ce matin. Moi, je suis président d'une CLI également depuis plusieurs années, et vous avez mis le doigt, à mon sens, sur un certain nombre de sujets intéressants sur la diffusion de l'information. Et beaucoup de nos concitoyens se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir d'informations suffisantes sur ce qui se passe, pour résumer, dans les centrales nucléaires. Je crois qu'il faut simplement qu'ils se donnent la peine d'aller sur les sites qui vont bien, comme l'on dit, et également sur les documents que vous pouvez mettre à leur disposition, parce que l'on aille sur les sites de l'ASN, de l'IRSN, vous avez sorti cette note tout à l'heure de l'IRSN, on se rend compte qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui sont diffusées. L'important, c'est que, bien entendu, ces informations soient justes, non manipulées et objectives. Nous sommes tous d'accord. Je voulais que vous donniez un petit peu votre sentiment et quelques informations sur la communication, non pas en direction de nos concitoyens, mais dans le cadre des centrales nucléaires à proximité d'autres pays. La rapporteure en faisait état tout à l'heure avec l'Angleterre, mais c'est vrai qu'étant président de la CLI de la centrale de Chaux, je suis très près de la Belgique et du Luxembourg, et dans le cadre de ces CLI transfrontalières qui ont, j'allais dire, un petit peu mal à se mettre en place avec nos amis belges. Moi, je parle de choses très concrètes sur la manière dont les personnes doivent être désignées en Belgique, par exemple, en termes syndicaux, de représentation des associations environnementales, etc. Je voulais savoir si vous aviez travaillé sur cette question, si vous pensez qu'on pouvait améliorer les choses. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, sur les PPI qui sont passés de 10 à 20 km autour des centrales nucléaires. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Est-ce que vous pensez qu'on peut encore améliorer les choses? Parce que ça sous-entend, notamment de la part des CLI, de communiquer en direction des communes, du périmètre qui s'est étendu. Donc, je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur ces deux questions, des CLI transfrontalières et la communication en direction de nos voisins, mais également sur les PPI qui sont passés de 10 à 20 km. Je vous remercie. Oui, donc je vais faire une remarque sur les échanges internationaux. Je pense qu'en effet, c'est une excellente initiative. Il y a plein d'autres moyens de communiquer. Je vous donne un exemple. La France est un peu à la pointe, puisque chaque centrale nucléaire en France a un compte Twitter. Et ça a été une innovation. Je me souviens que quand on a commencé à partager ça au niveau international, tous les autres pays voulaient savoir, oui, mais qu'est-ce que vous faites avec ce compte Twitter? Donc chaque centrale, ça fait partie des moyens, en fait, d'information et de communication pour rendre les choses visibles. Il y a beaucoup d'échanges qui existent au niveau international. Je vous le dis parce que moi, je venais initialement d'une autre industrie et j'étais vraiment incroyablement surprise de voir le nombre d'échanges qu'il peut y avoir au niveau international sur le nucléaire. Alors évidemment, il y a des échanges entre autorités de sûreté, il y a des échanges des associations comme la nôtre. Moi-même, je suis vice-présidente de la European Nuclear Society qui rassemble toutes les sociétés nucléaires européennes.
Mais aussi, alors ça c'est moins connu, les exploitants s'auditent les uns les autres. Alors ça c'est absolument incroyable. En gros, vous allez dans une autre société qui vous demande de porter un jugement de sûreté sur votre installation. Donc il y a une association des exploitants au niveau mondial qui s'appelle WANO, dont une des antennes est à Paris. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des visites, des audits entre les uns et les autres sur leurs installations et se donnent des conseils, se portent des jugements, se jugent sévèrement, puisque comme quelqu'un l'a dit, un accident quelque part dans le monde, c'est un accident partout dans le monde. Donc les exploitants se jugent les uns et les autres. C'est pareil aux États-Unis, un organisme aussi qui fait partie de l'ONU qui s'appelle INPO et qui fait ça. Et la note INPO qu'on reçoit en tant que directeur de centrale est extrêmement importante pour son évolution de carrière. Enfin, ce sont des choses extrêmement importantes. Voilà, donc il y a énormément de choses faites qui ont des efforts. C'est certainement pas suffisant aujourd'hui. Mais on constate que de plus en plus, il y a ces demandes. Par exemple, en ce moment, il y a énormément de discussions au centre de l'Europe entre différents pays, entre l'Autriche et la République tchèque en particulier, sur ces questions de sûreté nucléaire, puisqu'évidemment, il y a des effets transfrontaliers. Et donc, il y a même, du coup, des débats qui sont menés transfrontaliers par rapport à des nouveaux projets nucléaires. Alors, sur la question de la PPI, je suis embêtée pour vous répondre parce que c'est vraiment un sujet que je ne connais pas bien. Alors, je ne sais pas si, Maurice, tu... Sur le PPI ? Oui, peut-être. Enfin, moi, sur la clé transfrontalière, pour répondre précisément à votre question, il y a un sujet, d'ailleurs c'est valable pour toutes les autres clés, mais ça peut être encore, c'est d'autant plus valable pour les autres clés, c'est la participation de la CLI aux inspections de la SN. Je ne sais pas si vous le pratiquez déjà. Moi, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut insister. Et les CLI demandent à ce que ça ait lieu. Je pense que c'est un... Personnellement, moi, je l'ai fait une fois à Saclay, quand j'étais aussi directeur adjoint de Saclay. Je dirais que c'est très intéressant parce que ça permet aux gens de la CLI de venir voir vraiment comment ça se passe une inspection. Autrement dit, de venir vérifier que ce n'est pas, comment dirais-je, une réunion sympathique entre gens qui se connaissent et qui se tapent dans le dos régulièrement. Donc ça, je pense que c'est important parce que c'est quelque chose, je dirais, qu'il faut un peu démystifier. Et bon, de ce que j'en sais, EDF n'est pas contre le principe. Et si effectivement vous avez l'occasion de le faire, je pense que ça peut attirer dans le bon sens du terme, effectivement, des participants à la CLI à venir regarder d'un peu plus près comment ça se passe et de rentrer un petit peu. Alors ça s'organise parce qu'il ne faut pas qu'effectivement que les participants à l'inspection, comment dirais-je, interviennent de façon trop intrusive. Mais non, c'est pas très simple, mais honnêtement, je dis, pour l'avoir pratiqué au moins une fois à Saclay, c'est quelque chose qui est très instructif et qui, comment dirais-je, a le mérite, alors là, de la transparence, je dirais, la plus totale. Comment dirais-je, les gens sont là, ils écoutent, ils participent aux discussions, bon, et l'inspection se déroule normalement. Après, pour vous répondre à la question sur le PPI 10 km, 10 à 20, moi, enfin, je vous donne un point de vue personnel. Moi, je pense que c'est une erreur d'être passé de 10 à 20, hein, honnêtement, parce que d'abord, la gestion que ça va générer, ça complique énormément la gestion que ça va générer. Je pense que ce n'est pas justifié. Si vous voulez, si je prends un exemple qui n'est pas forcément très révélateur, mais quand même, si vous voulez, si on regarde ce qui a été fait à Fukushima, si vous voulez, honnêtement, tout le monde connaît aujourd'hui, y compris l'IRSN qui a analysé ça de près, et reconnaît qu'on est quand même, à certains endroits, allé un peu trop loin. Voilà, donc moi je suis prudent là-dessus. J'ai vu, si vous voulez, là aussi, par expérience, comment il fallait gérer. Si vous voulez, on a eu quelques événements autour de Cadarache ou à l'occasion d'exercices qui, comment dirais-je, mettaient en œuvre les pouvoirs publics et la façon dont il fallait informer les gens, gérer ne serait-ce que des problèmes d'évacuation. Si vous voulez, quand je vois déjà au niveau de certains exercices les difficultés qu'on a à gérer correctement la proximité des centres avec une certaine, je dirais, rigueur, une certaine exhaustivité, je me dis très honnêtement, je ne sais pas si on n'est pas allé trop loin, si vous voulez, parce que gérer 20 km avec la même rigueur, ou alors il faudrait imaginer qu'on gère les 5 premiers kilomètres vraiment... Et puis, mais alors, ça devient un système, si vous voulez, qui est très... Donc, moi, je suis assez... D'autant plus, si vous voulez, que... je crois que Dominique Minière est venu l'expliquer ici. Excusez-moi. C'est très important, c'est que les objectifs de sûreté qui sont poursuivis par EDF en matière de réacteurs, c'est de faire en sorte que, effectivement, avec l'adjonction de moyens supplémentaires, il n'y ait plus de rejet en cas d'accident grave à l'extérieur qui affecte les populations.
Et donc, à partir de ce moment-là, on peut se demander, ben oui, mais alors pourquoi un PPI de 20 km qui va peut-être déclencher des évacuations qui vont être ingérables dans certaines régions. Je ne connais pas celles de choses, puisque moi je suis Marseillais, donc je suis un peu loin. Mais j'imagine, si vous voulez, par expérience, j'ai déjà vu sur quelques kilomètres les défis que ça pouvait générer. Je me dis sur 20 km, ça va devenir vraiment très très compliqué. Bon, mais c'est un peu un point de vue personnel et d'expérience. Bien, j'ai une demande de prise de parole de Jean-Marc Zoulesi. Jean-Marc. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant tout, je souhaite vous remercier pour la clarté de vos propos. J'ai simplement une question sur le transport des déchets radioactifs. Alors, quand on parle de déchets radioactifs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le contrôle de ces déchets est suffisant, en particulier en sortie de site? Et le deuxième aspect sur le transport en tant que tel, est-ce que vous pensez que aujourd'hui on ne devrait pas privilégier un transport par rail au profit d'un transport par route? Merci beaucoup. Alors, à ma connaissance, c'est déjà le cas, en tout cas pour tout ce qui est combustible usé, on privilégie le rail. Donc, je ne peux pas faire de commentaires sur la question de sécurité parce qu'on n'a pas de visibilité là-dessus, c'est confidentiel, donc nous-mêmes on ne sait pas. Par contre, sur la sûreté, il y a énormément de contrôles qui sont faits, de scénarios qui sont faits et qui nous semblent bien faits. Je voudrais juste faire 2 remarques importantes, parce que je crois que le président de l'ASN en a parlé, mais 90% des transports de matières radioactives en France ne sont pas liés aux centrales nucléaires et à l'industrie nucléaire. En particulier, 30%, c'est des transports médicaux. Alors, il faut savoir que c'est important. Pourquoi? Parce que le seul accident que nous... dont on a entendu parler, c'était au Mexique, c'était le vol justement de matière, le détournement d'un camion qui transportait de la matière à des fins médicales, qui d'ailleurs s'est mal terminé. Alors on pense que les voleurs ne savaient même pas ce qu'ils avaient volé finalement, puisqu'ils se sont retrouvés, ils ont été irradiés en fait, ils ont eu un accident. Mais donc c'est surtout là, et je pense que d'ailleurs le président de l'ASN en a parlé, c'est surtout là qu'il y a un point d'attention. Sur la partie du transport des combustibles usés, des matières nucléaires, enfin pour nous c'est vraiment extrêmement rodé. Et comme l'a dit, je pense que c'est le représentant de l'AEN, c'est aussi très international, c'est très normé au niveau international par l'AIEA, que ce soit sur les transports nationaux ou sur les transports internationaux, parce qu'il y a une partie de transports internationaux aussi importante. Alors, au-delà des déchets liés au combustible, il y a aussi d'autres déchets qui peuvent sortir aussi de centres de recherche ou aussi effectivement de centrales nucléaires. Quel regard vous portez en particulier sur le contrôle de ces déchets hors combustible? Moi, je peux vous dire une chose déjà, c'est que de ce côté-là, les choses ont évolué. Effectivement, ça remonte à plusieurs années, effectivement, pas mal de discussions avec l'ANDRA, parce qu'effectivement, l'ANDRA constaté qu'effectivement, ce qu'on lui a envoyé ne correspondait pas tout à fait avec ce qui a été déclaré. Bon. Et là, l'ANDRA a trouvé un moyen de rétorsion qui a très bien fonctionné, c'est qu'effectivement, les exploitants qui s'amusaient à ça leur disaient, je ne vous prends plus de déchets jusqu'à ce que vous soyez mis au carré, quitte à leur refaire faire les dossiers complets. Et je peux vous dire qu'une installation nucléaire à qui on ne vous pouvez plus évacuer vos déchets, c'est pratiquement le meilleur moyen de l'étouffer au sens, voilà, je suis coincé, je ne peux plus fonctionner, donc je m'arrête. Donc ça a eu des effets. Il se trouve que j'ai participé il y a quelques semaines donc, au groupe d'experts qui a fait la réévaluation de sûreté de l'installation de Soulaine, où on accueille les déchets de moyenne et faible activité. Et effectivement, l'ANDRA a signalé explicitement lors de ce réexamen que de ce côté-là, les choses avaient bien évolué, dans la mesure où maintenant les exploitants, je dirais, s'attachaient à n'envoyer que des choses correspondant exactement à ce qu'ils avaient déclaré. Je dirais que de ce côté-là, effectivement, il n'y a pratiquement plus d'écart. Bon. Ensuite, la question que vous posez, effectivement, c'est celui. Il y a des transports aujourd'hui, pour des questions essentiellement de logistique, qu'on pourrait mixer entre route et
route et fer. Bon, et pour des questions sans doute de simplicité, on privilégie la route, parce qu'effectivement, si par exemple on part de Cadarache, il faudrait prendre des déchets, les amener, je ne sais pas dans quelle gare de triage du côté de Marseille, puis repartir en train jusqu'à de Reims et reprendre un camion pour aller jusqu'à Soulaines. Bon, et vu la complexité et les moyens de manutention, etc. Alors après, l'analyse, elle est faite, je dirais, sur le fait que la plupart du temps, les conséquences d'un accident qui pourrait avoir lieu sur ce type de déchets est très limitée. Et donc, on s'en tient à dire, voilà, avec les camions, c'est un moyen, mais les emballages suffisent en général. Les études qui sont faites sur la tenue des emballages suffisent à montrer que les conséquences sont faibles. Après, l'impact médiatique que ça aurait, je ne suis pas capable de l'évaluer, mais à mon avis, il serait certain, vous avez raison. Madame la rapporteure. Oui, je rebondis juste sur cette question de transport des déchets qui a été évoquée par M. Julézy. J'ai mal compris votre réponse sur la question du transport, notamment du plutonium. Vous avez mentionné, Madame, le film qui est passé sur Arte, où effectivement Greenpeace a alerté, sans rentrer dans une centrale pour le coup, alerté avec des arguments, il est vrai, assez convaincants sur les risques qui étaient pris à différents endroits du trajet, avec aussi la fréquence, qui était une fréquence assez repérable. J'aimerais que vous puissiez justement répondre à ce que dit Greenpeace sur cette question. Nous, on n'est pas du tout en mesure de répondre. Comme je vous dis, on n'a accès à aucune information sur la sécurité. Cette information, elle est confidentielle. Donc nous, on a une section sûreté à la SFEN, mais qui ne s'occupe pas de questions de sécurité, et on n'a aucune information. Donc je pense que c'est vraiment une information à poser par des personnes habilitées aux personnes en charge de ça. Bien, je vous pose une série de 3 questions. Donc, je vais passer la parole dans l'ordre à Anthony Sellier, Philippe Bolo et Bérangère Abad. Donc, Anthony Sellier. Merci, Monsieur le Président. Alors moi, je crains que, très rapidement, vous me dites que comme ça concerne la sécurité, vous n'allez pas pouvoir me répondre, au vu de la dernière réponse que vous avez faite à Madame la rapporteure. Ceci dit, je vais quand même vous poser ma question. Vous nous parlez depuis tout à l'heure de communication, de transparence, qui sont nécessaires sur ce sujet tel que celui qui nous réunit aujourd'hui. Mais dès lors que des organisations non gouvernementales se saisissent du sujet, vous nous dites, vous jugez que ce que l'on a nommé, alors je ne vais pas lancer une discussion sur ce qu'est ou n'est pas un lanceur d'alerte en fonction du dictionnaire Larousse de Wikipédia ou de notre propre interprétation, mais bon, vous jugez que ces ONG ne sont pas crédibles, soit parce qu'elles ne sont pas des experts selon les critères que vous nous avez définis tout à l'heure, soit parce qu'ils utilisent des méthodes que personnellement je ne cautionne pas, mais force de constater qu'ils nous proposent parfois des scénarios qu'on pourrait juger de crédibles, en tout cas qui peuvent nous interpeller. Et j'aimerais bien, moi, avoir votre regard, alors ça concerne la sécurité, mais alors, c'est plus à Valérie Faudon que je m'adresse, votre regard sur ces scénarios, leur crédibilité, leur possibilité, sans imaginer qu'on puisse se réfugier sur des notions statistiques ou de probabilité, puisque ça ne serait pas le bon regard, à mon avis. Alors, avant de vous laisser répondre, on a 3 questions. Donc, Monsieur Philippe Bolo. Oui, merci. Vous nous avez clairement expliqué votre rôle dans la transparence et le dialogue. C'était le point 3 de votre intervention, nous montrant que vous contribuez à la valorisation, à la diffusion d'informations. Je voulais savoir si en retour, parce que là vous donnez des informations, en retour, est-ce qu'il existe des enquêtes d'opinion sur les sujets nucléaires vous permettant de mesurer quelles sont les attentes des citoyens? Vous dites qu'il faut qu'ils se forgent une opinion. Pour cela, il faudrait connaître les zones d'ombre et les besoins d'information qui sont les leurs. Je vous remercie. Et dernière question pour Bérangère Abad. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur la question de la gestion et du stockage des déchets nucléaires, connaître votre avis sur le passage déjà en piscine. Est-ce vraiment sûr au regard et sécure surtout, au regard de tout ce qu'on peut envisager comme incident, votre avis sur le stockage en château à sec,
Et puis ensuite sur le stockage sur site en subsurface, enfouissement en couche géologique profonde. Je souhaiterais avoir votre avis sur ces points. Merci. Oui, alors j'espère ne pas m'être mal exprimée. Enfin, je considère que les ONG ont tout à fait une valeur à apporter dans le débat public. Mon point, ça concernait le fait qu'il y a aujourd'hui énormément d'instances et de possibilités pour le faire. Et je crois que c'est ce que souhaitent les Français. Parce que je crois qu'il y a une étude de l'IRSN dans laquelle ils disent qu'ils souhaitent en effet qu'il y ait des instances de dialogue dans lesquelles tout le monde puisse s'exprimer. Et je pense que les ONG ont un rôle d'expression, de challenger, de poser des questions. Enfin, elles apportent de la valeur aujourd'hui dans le débat public. Donc je pense que ça, c'est important. Mon point concernait en effet qu'est-ce qu'un expert. Et ça, c'est important pour nous puisqu'on a des critères d'expertise extrêmement importants. Donc c'est un point sensible pour nous, évidemment. Et puis aussi cette question en effet juridique du lanceur d'alerte qui, comme je crois juridiquement, concerne uniquement des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas moyen de s'exprimer, qui ont des problèmes vis-à-vis de leur hiérarchie, etc. Donc c'est là qu'est la loi. Donc les scénarios, nous ne les avons pas parce que nous avons demandé donc à l'ONG de nous communiquer le rapport et qu'elle ne l'a pas fait. Donc nous voulions justement le regarder et nous n'avons pas eu accès à ce rapport. Voilà, donc on ne peut pas en parler. On ne l'a pas vu. Sur ce sujet, ce que je peux vous dire, et ça c'est bon, c'est pas un secret, c'est qu'effectivement des scénarios, dans ce que j'ai appelé tout à l'heure les études de sécurité, qui sont le pendant de la partie sécurité sur la sûreté, vous avez, et ça c'est la loi qui nous l'impose, tout un tas de scénarios qui sont analysés du point de vue de la sécurité et des moyens que l'installation a de résister. Et je peux vous dire que le spectre il est très grand, puisque ça commence avec ce qu'on appelle des malversations des insiders. L'insider, c'est typiquement l'agent EDF qui n'a pas eu sa prime, qui n'est pas content et qui dit à la prochaine tournée, je vais aller tripoter un truc, et puis comme ça fera encore un problème dans l'installation. Ça va de là jusqu'à... Alors à l'époque, parce que moi j'ai un peu perdu le fil de ces trucs-là, ça allait jusqu'à ce qu'on appelait le camion du Liban, parce qu'à l'époque, la référence, c'était malheureusement ce qui se passait au Liban, jusqu'à un camion d'explosifs qui arrivait à franchir, etc. Donc, si vous voulez, il y a déjà, au niveau de ce qui est fait dans toutes les installations nucléaires, l'examen de tout un tas de scénarios. Ce qui a changé de mon point de vue aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on est aujourd'hui obligé de prendre en compte l'émergence de nouveaux moyens et bon, alors là, comme on ne connaît pas effectivement les scénarios qui ont été effectivement proposés dans le rapport de Greenpeace, c'est difficile de se prononcer. Moi, je dis simplement, j'ai du mal à imaginer qu'au niveau des instances qui gèrent ces problèmes, ces sujets n'aient pas été regardés. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? On tombe sur le problème de la confidentialité, parce qu'on ne peut pas mettre sur la table effectivement tous les moyens qui sont pris pour effectivement contrecarrer, puisque si vous voulez, c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est pas péjoratif, mais par rapport à la sûreté, là, on est un peu dans un système de gendarmes et de voleurs, enfin, ou de cow-boys et d'Indiens, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent faire de la malversation, et puis il y en a d'autres qui mettent en face des moyens pour les en empêcher. Et bon, moi, je ne suis pas capable de vous dire, effectivement, je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été étudiées. Aujourd'hui, il y a de nouvelles, effectivement, menaces qui font jour. Moi, je dis simplement, je fais confiance au système pour dire qu'il a sûrement commencé à regarder. Est-ce qu'il est parfait? Sûrement pas, mais il y a sûrement des choses qui ont été regardées. Bon, excusez-moi, on parlait de l'expression « jouer aux gendarmes et aux voleurs », qui peut s'entendre. Simplement, là, on parle de sûreté de sécurité nucléaire, donc on n'est pas en train de parler de petites fleurs. Est-ce que vous pensez que jouer aux gendarmes et aux voleurs dans un moment où on voit que les menaces s'accélèrent, que les technologies s'améliorent jour après jour, dans le moment où on voit par exemple que la cybercriminalité réussit à rentrer dans des systèmes qui sont les systèmes les plus sécurisés du monde, notamment des systèmes gouvernementaux, etc., peut-on considérer que c'est raisonnable de penser qu'on peut assurer la sûreté et surtout la sécurité de centrales nucléaires dans un monde où on voit que la technologie nous rattrape et nous dépasse? Alors c'est un sujet, la cybersécurité, qui est regardé avec la plus haute importance, puisqu'il y a une coordination qui a été mise en place par l'AIEA elle-même sur ces questions avec différentes instances. Donc c'est un sujet qui est évidemment extrêmement important. Vous savez qu'en France, il y a donc une agence qui est spécialisée
et qui coordonne l'ensemble des acteurs qui sont considérés comme sensibles à ces risques-là. Donc il y a énormément de préconisations qui sont faites, de veille qui est faite, d'échanges technologiques. Et je voudrais rajouter 2 points sur ce sujet-là. C'est que nous, on pense vraiment que la France est à la pointe sur ce sujet. Non seulement par rapport à nos instances de contrôle, hein, mais aussi par rapport au savoir-faire industriel qu'on a. Il faut savoir qu'on a en France parmi les meilleurs acteurs du monde sur les questions de cybersécurité, hein, que ce soit Thales, que ce soit chez Airbus Défense. Donc certainement ce risque est pris en compte au plus haut niveau. Il y a une très grosse coordination internationale, une très belle coordination nationale entre les différents acteurs, et ce soit toutes industries confondues, avec des échanges de bonnes pratiques et aussi des vrais savoir-faire techniques en ce domaine, qu'il s'agit bien sûr de maintenir, d'updater, et il s'agit d'avoir une veille permanente sur les risques. Absolument. Alors, je vais prendre la question qui a été posée sur les enquêtes. Alors oui, alors il y a une enquête qui est faite chaque année par l'IRSN, qui est très intéressante, qui est une enquête sur les risques. Alors on regarde, ça s'appelle le baromètre, oui, sur les risques. Et donc d'ailleurs le risque nucléaire est regardé au regard de l'ensemble des autres risques. Puis il y a des enquêtes qui sont faites par les industriels et qui parfois sont publiées. Donc nous, on a dans nos colonnes, puisqu'on a une revue, on a publié un certain nombre d'éléments, par exemple de revues, d'enquêtes d'opinion qui sont faites par EDF. Alors, je veux dire, le premier enseignement, et bon, ça nous rend triste aussi, c'est que les Français ne s'intéressent pas énormément à l'énergie en général. Enfin, ils s'intéressent au chômage, enfin, ils s'intéressent à tous ces sujets-là. Et qu'en général, oui. Alors, en fait, quand ils s'intéressent, là, ils s'intéressent, c'est sur le prix de l'énergie. Donc, c'est surtout la question économique qui les intéresse beaucoup. Alors, nous, ce qui nous intéresse aussi, puisque notre mission, c'est d'informer, c'est les points sur lesquels les Français sont mal informés. Alors, moi, je vais changer de sujet par rapport à la sûreté et la sécurité sur un autre sujet qui nous tient à cœur. Hein. Par exemple, ils ne savent pas que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Plus de la moitié des Français ne savent pas que le nucléaire n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc il y a une mauvaise connaissance, d'une manière générale, des sujets énergie, climat aussi. Tous ces sujets-là ne sont pas dans la top des listes des préoccupations des Français. Alors on ne peut pas non plus leur en vouloir. On ne peut pas demander aux Français d'être experts sur le nucléaire, d'être experts en nanotechnologie, d'être experts sur les vaccins, enfin sur tous les sujets scientifiques. Je pense que les débats, les émissions, les passages médias sont des opportunités justement de donner de l'information, de débattre, pour leur permettre justement d'avoir une meilleure connaissance de ces sujets. Sur la question de la gestion des déchets, alors je ne l'ai pas dit, mais nous on est souvent amenés, on nous demande de parler à l'étranger, puisqu'on a ce réseau des sociétés nucléaires, donc on est souvent amenés à parler de ce qu'on fait en France. Et il y a plusieurs sujets sur lesquels on nous demande toujours d'échanger. Et un des sujets, c'est les CLI. Alors, ça, c'est vraiment intéressant. Moi, on a fait plusieurs présentations sur les CLI. On en a fait en Chine. Moi, récemment, j'en ai parlé en Mongolie, c'est pour vous dire, parce que tout le monde regarde cette institution des CLI qui existe quand même chez nous depuis le début des années 80. C'est incroyable, hein, ça a été créé par Pierre Mauroy, donc c'est vraiment une vieille institution sur laquelle on a beaucoup de retours et beaucoup de curiosité à l'étranger. Et un autre sujet, c'est notre filière de gestion des déchets nucléaires, parce qu'elle est assez exemplaire, avec donc la présence de l'ANDRA et tous les process mis en place par l'ANDRA. Par exemple, le process d'inventaire des matières nucléaires, ça c'est incroyable, hein. Il y a un gros bouquin comme ça qui est fait, je crois que c'est tous les 2 ans, avec inventaire de toutes les matières radioactives en France, sur tous les sites nucléaires, dans les hôpitaux, dans les centres de recherche, chez les industriels, etc. Donc il y a vraiment un travail d'inventaire important. Et puis des process de gestion aussi qui sont vraiment extrêmement rigoureux et bien faits. Donc pour nous, il y a vraiment il y a un bon système de prise en charge et de gestion des déchets. Alors sur la question du stockage, je pense que la question elle a été tranchée et plusieurs fois discutée à l'occasion de la loi 2006 sur l'impossibilité d'assurer la surveillance des déchets les plus radioactifs sur des durées très longues, et donc la nécessité de trouver un système que nous on dira passif, hein, de gestion des stockages
d'où le choix du stockage géologique. Donc nous, on est évidemment tout à fait en accord avec ça, ainsi que tous les experts internationaux. C'est une préconisation internationale, c'est une préconisation de l'Union européenne. Je crois que tous les experts internationaux sur le sujet du stockage des déchets à haute activité et vie longue préconisent le stockage en couche géologique profonde pour ces déchets-là. Je voudrais y revenir parce que par rapport aux durées qui s'entendent sur cette gestion en couche géologique profonde, on se base sur des démonstrations au départ mathématiques. On est quand même, je crois, tous d'accord sur le fait de l'imprévisibilité dans des délais si longs de l'évolution de ces matières. Je voudrais savoir si ça vous semble effectivement, si le risque vous semble acceptable. C'est pas uniquement des démonstrations mathématiques, puisque cette couche, il y a eu 20 ans de recherche sur cette couche avec de nombreux tests dans la couche de la migration des radionucléides. Alors, c'est pas un sujet. Alors, la question de la migration des radionucléides sur des longues durées, c'est un sujet qui est connu et qui a été étudié tout simplement sur les sites miniers. Sur les sites miniers, on est capable justement d'étudier la migration des radionucléides dans le sol sur différents types de terrain. Donc il y a une base de recherche sur ces sujets-là qui est relativement solide, à la fois donc, sur les autres des sites miniers et aussi sur la connaissance du sol de Bure. Voilà. Il y a, je crois, 20 ans de recherche. Oui, bien sûr. Oui, enfin, Boris, c'est des études de géologue, en fait, hein, oui, évidemment. Bien, je vous remercie en tout cas de toutes ces précisions. Vous savez, finalement, la petite information que vous me portez sur les CLI me rassure, d'ailleurs sur l'utilité des CLI, et ça me conforte quand même sur l'élargissement du PPI. Parce que l'une des missions des CLI, c'est quand même d'informer. Et élargir le périmètre du PPI, c'est nous permettre d'informer un peu plus loin. Donc, quand vous dites que les Français sont mal informés, finalement, ça me conforte dans cette lecture, voyez-vous. Donc, finalement, peut-être qu'on va même se poser la question sur est-ce que 20 km, c'est suffisant sur cet angle-là, en tout cas. Voilà, en tout cas, je vous remercie de ces précisions. Nous allons continuer la suite de nos auditions que vous suivez avec beaucoup d'attention, si j'ai bien compris. J'ai bien compris. En tout cas, voilà, nous permettrons éventuellement, le cas échéant, si on a besoin d'informations complémentaires, eh bien de vous solliciter à nouveau. Merci à vous. Bonne journée.